Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live Before the Race. Ce soir c'est l'Espagne, olé. Je suis accompagné de Gwenaël. Bonsoir Gwenaël. Salut à tous. Donc Gwenaël qui est aussi sur le groupe Endurance GT Live et du e-sport, mais ça on en parlera un petit peu après dans d'autres lives. Et bien sûr je suis accompagné aussi de Fabrice. Bonsoir Fabrice. Buenos días, Willy. Buenos días, Gwenaël. Hola! Et bonjour à tout le monde. Bon, vous allez bien? Ça va et toi? Nickel. Toi aussi, C'est parfait. Fabrice? On est au taquet. Vous avez d'attaque? Bon, et ça va être l'occasion de saluer un petit peu les personnes qui sont déjà dans le chat. Donc, bonsoir Betty, bonsoir Adeline. Je vais essayer de saluer un petit peu tout le monde, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, pardon. Donc, ouais, là on est bon. Voilà, bah écoutez, on est posé. On commence, on attaque? Allez, vas-y, Allez, yes. lance-toi. Donc, on a le dernier Grand Prix qui a été gagné par un certain Lewis Hamilton, voilà, qui rebat encore une fois les cartes à ce championnat. On a Valtteri Bottas qui avait signé la pole, chose qui nous avait pas vraiment été prévisible à premier regard. Donc cette fois-ci, évidemment, on attend un petit peu plus tout le monde au tournant parce que on a vu des choses différentes sur les trois derniers Grands Prix. Donc on va attaquer tout de suite quand même avec l'aspect technique et pneumatique. Donc c'est le programme que je vais vous ressortir tout de suite. Hop là, excusez-moi. Voici. Donc ce soir, au menu, on a l'aspect technique pneumatique, nos attentes pour les qualifications et les attentes prono pour la course parce que effectivement on va avoir la possibilité de reparler de MS Predictor. Voilà. Donc ça va être l'occasion aussi d'essayer de faire nos petits pronos. Voilà. Donc on est reparti sur ce live. Première petite question. Est-ce que vous avez regardé la météo ce week-end? Non? Non. Non, vous avez pas regardé. Ici. Si, t'as regardé Fabrice? Météo à Barcelone qui est plutôt bonne jusqu'à dimanche. Un petit peu de vent, mais 20-21 degrés et soleil et nuages, alternance de soleil, nuages et éclaircies jusqu'à dimanche 19, 20, 21, 21, 22 maxi entre vendredi et dimanche, sans pluie, assuré. La pluie c'est pour lundi, mais ce sera trop tard. Ouais, même j'ai entendu quelques petites rumeurs pour après le GP le dimanche. Enfin, pas directement 5 minutes après, faut pas non plus. A priori Voilà. plutôt lundi. Mm. Donc potentiellement, donc justement, on va pouvoir rebondir là-dessus pour la gestion des pneumatiques, parce que bah, c'est un copier-coller de Portimao. Typiquement, on a la même chose. Je vais vous la repasser, excusez-moi. Hop. On a donc du C1 au C3, un virage numéro 10 modifié qui est un peu plus, on va dire, un peu plus souple, qui va permettre de freiner plus tard et moins fort aussi. Donc c'est quelque chose qui peut changer un peu la donne, hein, même si on sait que ce circuit-là est pas non plus des plus tendres pour les pneumatiques. Donc évidemment, nouveau tracé dit plus de chrono, parce que bon bah évidemment la distance générale a évolué. On va certainement revoir des chronos moins rapides quand même que l'année dernière, parce que les monoplaces le sont, hein, on l'a constaté déjà sur les trois derniers Grands Prix. Euh, on a potentiellement Mercedes qui pourrait revenir au-dessus du panier parce qu'on a bien vu qu'à Portimao ça allait encore, même si Toto Wolff indiquait dans les médias que voilà, c'était pas nécessairement la chose la plus simple à gérer actuellement sur la W12. Notamment avec l'aileron arrière qui ne permet pas d'avoir une bonne adhérence. Donc première question qui venait comme ça, c'était euh, mince, ouais, le choix des pneumatiques Pirelli encore une fois qui étant dur.
donc les plus durs encore, C1 à C3. Qu'est-ce qu'on peut en redire? Est-ce que on peut avoir ce pressentiment d'un copier-coller de Portimao à la fois pour les qualifs et la course, ou est-ce que ça pourrait quand même changer la donne parce qu'on est à Barcelone? Alors Fabrice. moi, je dirais qu'on peut s'attendre à peu près la même chose. Malheureusement, Pirelli est assez archaïque dans son approche au niveau du choix des pneus. Et j'ai peur que on ait effectivement des gommes très dures, même la plus tendre elle est déjà trop dure, d'après toutes les équipes, hein, c'est ce qui a été dit à Portimao. Après, le circuit est un petit peu plus plat, moins vallonné que Portimao, donc on peut avoir un peu moins de dégradation, en tout cas moins d'usure de pneus. Mais les pilotes n'aiment pas cette piste, ces pneus sur cette piste-là. On a eu à Portimao l'exemple type de l'utilisation des pneus qui était ingérable. Les pneus sont très difficilement explicables. On a vu beaucoup de pilotes utiliser des gommes blanches qu'ils n'avaient pas utilisées du tout du week-end pour la course, pour le deuxième relais, alors qu'on s'attendait parfois à ce qu'ils utilisent des rouges en fin de course. Certains ont poussé leur premier relais en jaune assez loin pour utiliser de la gomme blanche, ce qui n'était pas du tout, ce qui était très prudent, mais pas du tout dans ce qui était prévu par Pirelli. Après, sur le circuit en lui-même n'est pas très consommateur de pneus. On peut s'attendre à avoir, par exemple, un seul arrêt et notamment pour ceux qui partiront en jaune, un relais assez tardif pour passer en gomme rouge. Euh, on a quand même cette... pardon, c'est que j'étais en train de régler quelques soucis techniques, parce que justement Philippe était en train de le signaler sur YouTube. C'est bon, hein, c'est corrigé, c'est en route. Pardonnez-moi, bon, je pense que sur YouTube, il faudra que je revoie ça. Euh, Gwen, toi, de ton côté, euh, les pneumatiques, est-ce que ça pourrait être une gêne à nouveau ce week-end? Une gêne, non, parce que le problème, le souci à Portimao, pardon, c'est que le circuit a très peu de grippe. Les pilotes s'en plaignaient beaucoup et les ailerons arrière des deux Mercedes c'était les deux différents parce que Bottas avait l'ancienne version alors que Hamilton en avait un nouveau. Et Hamilton arrivait à mieux faire fonctionner ses pneus que Bottas. Malgré qu'il se plaignait souvent la dégradation excessive de ses pneus. Mais je pense que malgré le virage 3 super long, le virage 9 et le nouveau virage 10, je pense que les pneus, ça devrait tenir. Après, le problème de ces pneus-là, c'est que c'est des pneus en bois, quoi. Les Pirelli, ça a toujours été des pneus sans grand intérêt. On aurait des pneus qui tiennent l'adhérence ou des pneus qui sont super bien et d'un coup, paf, ils tombent en rythme. Ça apporterait du spectacle. Là, les pneus, en fait, du début à la fin, c'est pas intéressant ces pneus-là. Où est l'intérêt de ces pneus-là? Ce qui aurait été bien, c'est qu'ils mettent les C5, C3 et C1. Comme ça, un grand écart entre les trois en termes de différence. Comme ça, pour la qualif, hop, on met les C5 et les mecs qui veulent tenter les C3 en Q2, et bah faut repasser les C5 derrière parce que bah faut quand même se qualifier dans les 10 premiers. Et là, on aura encore les Red Bull et les Mercedes en C2 parce qu'il n'y aura pas d'intérêt à vouloir partir avec les C3, à part les équipes comme Ferrari, McLaren ou Alpine, s'ils sont dans les 10 premiers. Là, ouais, d'accord, on les verra, mais au bout d'un certain nombre de tours, on les verra le rythme moins élevé que les Mercedes et les Red Bull. Parce que bah, c'est des pneus qui ne tiendront pas la distance. Ou encore, on peut avoir le même problème qu'à Portimao, c'est-à-dire les pneus C3 qui peuvent tenir la même distance que les pneus médiums. Mais ça m'étonnerait. Avec Barcelone, je ne pense pas. Donc je pense surtout que ça peut apporter des changements. Je pense qu'entre Red Bull et Mercedes, il y aura une meilleure baston parce que Red Bull, étant donné que c'est une voiture typée aéro, pas comme la Mercedes, là on verra une grosse différence.
pas forcément dans la ligne droite, à moins que Honda apporte des petites évolutions en termes de moteur ou sur les systèmes électriques. Mais en ce qui concerne pour le virage 3, le 9 et le nouveau, le virage 10, on verra la voiture qui aura une meilleure aéro du plateau. Et je pense, je ne mettrai pas ma main à couper, mais je pense que la Red Bull serait pas mal. Alors, Je suis assez, justement, je suis assez d'accord avec Fabrice. Lionel. Vas-y. Juste une chose, les pneus sont les mêmes pour tout le monde. Ouais, Alors après, ouais. c'est celui qui va le mieux savoir l'exploiter, ces pneus en bois, je suis assez d'accord, parce que Pirelli ayant amené toujours les gommes les plus dures. Alors, si, il y a une chose qui m'inquiète quand même, c'est que les choix de Pirelli ont été faits pour toute la saison quasiment. Il y a peu de chances qu'ils reviennent sur leurs choix, sauf que là, on sait déjà que les choix de gomme dure sur des circuits comme on a vu à Portimao, sur certains circuits, on sait d'avance que ça va être particulièrement compliqué. Alors, c'est un petit peu dommage si Red Bull n'a pas si Pirelli n'a pas les moyens de modifier ses choix. Alors, j'espère que la FIA va autoriser des changements ou en tout cas faire en sorte pour le spectacle, avec notamment la pression de Liberty Media, va essayer de faire en sorte que Pirelli puisse changer ses choix qui ont été faits un peu bêtement en début de saison pour tous les circuits de l'année, en tenant compte un peu des choix de l'année dernière et des choix des années précédentes. Mais on voit très bien que les gommes de cette année, c'est pas celles de l'année dernière, c'est pas celles d'il y a 2 ans. Et il y a des choses à changer clairement. Ou en tout cas, il y a des gommes qu'il faut plus utiliser. La C1, effectivement, peut-être la mettre avec la C3, la C5. Ça fait vraiment le très grand écart. Mais peut-être que sur certains circuits, 3, 4, 5, C3, C4, C5, voire démarrer à la C2 et C4, C5, ou en tout cas, il y a un truc qui a changé. Sinon, on va avoir des processions comme ça sur beaucoup de grands prix, et pour le spectacle, c'est pas bon. Et même pour les pilotes eux-mêmes, ils ne comprenaient pas l'utilisation des pneus. En qualif, on va utiliser une rouge qui est top. En course, on veut surtout pas mettre la rouge parce que on la comprend pas. Un jour elle marche, un jour elle marche pas. C'est pas qu'une question de pression, c'est pas qu'une question de dégradation en fonction des conditions du vent et autres. C'est aussi la composition, à mon avis, du pneu en lui-même qui est à revoir, ou en tout cas le choix de pneus, le choix de gomme apporté par Pirelli sur chaque Grand Prix. Mais je pense que le choix de pneus fait par Pirelli, c'est en amont de la course en se disant il va faire chaud en Espagne, apportons les plus durs. Parce que au moins, si on apporte les plus tendres, bah les tendres, ils vont se fondre comme neige au soleil, tout simplement. C'est ça. Mais encore, je pense que ça aurait été intéressant de voir les plus tendres à Barcelone, parce qu'on a vu des temps autour qui seraient rapprochés de l'année dernière, malgré la nouvelle réglementation cette année qui fait que le fond plat a beaucoup moins d'aéro qu'avant. Et je pense que ça aurait été pas mal. Mais là, c'est vrai que là, ils se sont dit, Barcelone, oh, il fait souvent chaud. Oh, allez, apportons les plus durs. Attends, les gars, vas-y, Michel, mets cela dans le camion pour Barcelone. Non, Pas c'est soit juste, compliqué. vas-y Michel, l'année dernière il a fait chaud, on met des pneus qui vont aller avec la Ouais. chaleur. C'est pas que ça, mais c'est clair que les années précédentes, Pirelli pouvait amener des gommes C1, C2, C3, c'était pas trop un souci, parce que même la plus dure, elle était un peu tendre, il y avait une résistance, mais aussi une performance. Là, le problème, c'est la performance, c'est clairement la résistance. On a vu que sur quasiment tous les Grands Prix maintenant, ils pourraient très bien faire la longueur d'un Grand Prix sans trop changer de gomme, avec des temps évidemment peut-être 2 secondes plus lents autour, mais ils pourraient très bien. Les gommes ne sont pas usées, on n'a pas vu de pneus exploser, délaminés, en dehors de rouler sur des débris. On n'a pas vu de pneus complètement exploser comme on avait pu le voir il y a quelques années. Je me souviens d'ailleurs à Barcelone d'un Grand Prix, je crois que c'est en 2005, avec Kimi Raikkonen qui explose dans le dernier tour, à l'amorce du dernier tour, au bout de la ligne droite, et C'est pas Barcelone, c'est Nürburgring. peut-être, ouais, c'est Alonso qui gagne alors que Raikkonen avait presque un demi-tour d'avance. C'est
Bon, on a eu des problèmes de pneus par le passé. Là, cette année, on a l'impression que finalement, ils peuvent mettre un peu de tout et n'importe quoi. Ça se dégrade, oui, mais les pneus explosent pas, ou en tout cas sont résistants au point de tenir longtemps. Mais le truc, c'est Oh, que je pense qu'ils veulent éviter aussi l'histoire de Silverstone l'année dernière, parce que si on se souvient bien voilà. à Silverstone, le pneu, déjà de voir Hamilton arriver sur trois roues, ça choque. Il s'est senti, ah ouais, non, Ouais. faut qu'on réfléchisse, qu'on fasse un pneu qui tienne la durée. Mais le problème de ce pneu-là, il tient la durée, ok, mais il n'y a pas de grip. Les Red Bull, elles se sont plaints du manque de grip. Verstappen, alors qu'il arrive avec des pneus neufs lors de la première séance ou la deuxième séance, il se plaint de vibrations. Le pneu est tout neuf. C'est étrange quand même qu'un pilote dise ça, alors que pourtant le pneu il est tout neuf, il y a encore le vernis dessus. Et voilà, c'est pour ça que c'est quand même étrange. En espérant que ça se reproduise pas demain quand les gars vont essayer les pneus, parce que sinon ça a posé problème. Hein, donc voilà, j'espère quand même que ces pneus, il y aura un peu de spectacle avec ces pneus-là. Mais Il y a un bon, signe, il y a un signe inquiétant quand même, c'est que des pilotes comme Perez ou Raikkonen, qui sont des pilotes très doués pour la gestion de leurs pneus, même eux ont du mal à comprendre et à faire travailler les pneus, à faire fonctionner les pneus correctement. Contre bah, des pilotes comme Raikkonen, qui a quand même un peu de bouteille, qui a utilisé un peu tous les pneus possibles et imaginables depuis peut-être même les Goodyear ou les Firestone et Michelin à l'époque. Bon, là, si même eux n'arrivent pas à aller faire fonctionner les pneus, Raikkonen était un des premiers à s'arrêter sur les premiers Grands Prix, alors que d'habitude, il les gère très bien. Même Perez, qui était parti en jaune sur un des Grands Prix dès le début de saison, ben, il s'arrête très vite parce que au hmm. final, ça ne marche pas comme il veut. Il y a un problème clairement avec les pneus, et si on ne veut pas le traîner toute la saison, j'espère que la FIA va permettre à Pirelli d'ajuster les changements qui ont été faits. Il faut se rappeler quand même, les années précédentes, Pirelli choisissait les grands prix, les pneus pour les grands prix, 3 courses à l'avance. À peu près, on choisissait en mars les pneus qu'on allait utiliser sur les grands prix d'avril. Ou en tout cas, on choisissait pas toute la saison. Là, on a quasiment le programme de Pirelli prévu pour jusqu'à Abu Dhabi au mois de décembre. Donc, il y a un moment, il faut savoir aussi admettre qu'on s'est peut-être trompé en pensant que les gommes étaient pas comme prévu à l'origine et qu'il faille changer quelque chose dans le choix des pneus à porter sur ce Grand Prix. Mais je pense aussi que surtout pour excuse-moi, Non, non, Oli, après on embrayera. Gwen, vas-y, vas-y. je pense surtout ils ont tout étalé pour tout le calendrier, parce que l'an prochain, ça va être totalement différent. Les voitures, elles seront totalement différentes de cette année. Les pneus, ce sera plus des 15 pouces ou 13 pouces, je sais plus. Ce sera du 18 pouces. 13 vers 18. Voilà, ce sera quand même des pneus, ce qu'on voit en F2. Ça va totalement changer. Et ils se sont dit, étant donné que l'année prochaine, nouvelle réglementation, on balance tout ce qu'on a en stock et on prépare l'arrivée des nouveaux pneus. Comme ça, au moins, on aura un bon matériel. Surtout que Areco, qui a connu la saison 2005 où la réglementation était tellement pourrie qu'il fallait faire un Grand Prix avec le même train de pneus. Et ça, c'était la pire connerie de la FIA. Je pense aussi, il y a aussi Hamilton, lui qui est très bon pour gérer ses pneus. Ces deux-là, ils se plaignent de l'usure des pneus. Hamilton, à plusieurs reprises, il s'en est plaint comme quoi à l'avant, bah, ça tournait pas. C'est pour ça, je pense que ouais, là, Pirelli, ils doivent revoir leur copie absolument. Mais j'ai peur que malheureusement, ça ne soit pas possible pour cette année. À voir. Donc justement, t'as bien fait de parler des pneus 2022 parce que effectivement, Robert Kubica d'ailleurs fera le roulage après le Grand Prix pour Alfa Romeo. Normalement, ça devrait soit être lundi ou mardi de mémoire. De toute façon, on relayera l'information, il n'y a pas de souci. De Robert Kubica d'ailleurs qui remplacera Kimi Raikkonen pour les essais libres 1.
Donc dès demain matin, on le verra au volant. Euh, on a un autre détail qui n'est pas des moindres, mine de rien, même si ça paraît anodin, c'est ce virage 10 qui est modifié pour continuer à parler un peu du circuit. Est-ce que ça pourrait jouer sur le temps de pole? Parce que est-ce que ça va être défavorable ou favorable au temps de pole? Fabrice, si tu veux t'exprimer Ça, dessus. à moins d'être devin, c'est compliqué de répondre à ça. J'ai vu sur plusieurs sites qu'a priori, on revenait sur une portion de circuit qui avait déjà été modifiée et on revenait sur quelque chose qui existait par le passé. Euh, Après, là-dessus, j'ai pas forcément un grand avis, j'attends de voir. Hein. Il est probable quand même que on se rapproche du temps de pôle de l'année dernière uniquement parce que sur les premiers Grands Prix, on a vu, moi j'avais fait mes petits calculs, on était à 2% au-dessus du temps de pôle de l'année dernière à Bahreïn. On est descendu à 1% de plus sur le chrono, en seconde, je parle, sur les 2 derniers Grands Prix. Il est probable qu'on rattrape un petit peu les chronos de l'année dernière à la régulière, je dirais, grâce au développement aussi, parce que les règles sont un petit peu changées, mais il est probable qu'on rattrape un petit peu les chronos de l'année dernière. Après, le changement de virage, à moins d'être devin, compliqué à dire. Hmm. Bah, le virage 10, en fait, comme l'a dit Fabrice, c'est le même que ce qu'on a connu avant. Avant ces changements, ce virage-là, c'est exactement le même virage que la F1 a connu à son arrivée en 91. Parce que franchement, déjà, il était très bien en plus, cette configuration-là. Je vois pas pourquoi ils l'ont changé. Après, c'est sûr, ça change du gros point de freinage et qu'on arrivait à 309 km/h à ce moment-là et que on rétrogradait jusqu'en 2, voire en 1 pour certains, et on tournait brusquement. Et on avait un problème de limite de la piste, donc là, Verstappen va être content, il n'y en aura pas. Là, par contre, là, ça change. Donc, je pense que, allez, je suis pas sûr que, ouais, enfin, je suis pas forcément certain qu'on se rapproche des temps de la pole de l'année dernière parce que moins d'aéro arrière, dans le virage 3, ça va se ressentir. Dans le 9 aussi. Même si la Red Bull et la Mercedes sont de très bonnes voitures, on va le voir, ce sera moins efficace. Par contre, le secteur 3 va y avoir une amélioration de temps. Parce que forcément, ça va être une sortie de virage plus rapide. Donc, ouais, je pense aller à 2-3% de la pole de l'année dernière. Ok. Ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Ouais, Bah, on aura l'occasion de voir. On aura l'occasion de voir. Bon, on va passer sur, donc si vous voulez bien, sur la partie, donc évidemment qualif pur, parce que là, effectivement, on a toujours ce petit duel qui a été mis de côté la semaine dernière, euh, grâce à Valtteri Bottas. Voilà, on va dire ça comme ça. Où on a eu effectivement cette mise en délai sur les 100 pôles de Lewis. J'ai ce pressentiment que de toute façon, cette qualification peut se jouer que à 4, c'est-à-dire les Mercedes et les Red Bull, ou les Red Bull et les Mercedes. Donc, hmm. ouais, ah bah, vas-y Guedouel, vas-y, je te laisse t'exprimer. Vas-y. Alors, je dirais pas les deux Red Bull, mais je dirais la Red Bull avec Verstappen et la McLaren de Norris. Parce que Norris, depuis Bahreïn et la première course, nous a montré qu'il était très fort en qualif. Que maintenant qu'ils ont le moteur Mercedes, ils n'ont plus les inconvénients du moteur Renault, même si ils ont fait un très bon moteur maintenant. Mais Norris peut se joindre à la pole. Après, pour la pole, je mettrais surtout en avant Hamilton contre Verstappen, avec Norris en arbitre. Bottas, il a profité du fait que il y a eu des petits, ils ont eu un peu de mal à Portimao suite au manque de grip du circuit. Donc je pense, ouais, Hamilton Verstappen.
Après, pour la 100e pole de Hamilton, franchement, je serais bien content qu'il l'obtienne à Barcelone avant Monaco. Parce que, bah voilà, ça serait pour un petit, comment dire, bah ouais, ça serait sympa. Je rebondis rapidement sur ce que Philippe disait tout à l'heure dans le chat sur YouTube, à savoir que effectivement Hamilton avait un aileron arrière différent de Valtteri Bottas, ce qui sera peut-être encore le cas ce week-end. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas négligé non plus. Qu'est-ce qu'il racontait d'autre Un avantage à Mercedes peut-être. Oui, bah, effectivement. Enfin moi c'est mon pressentiment aussi. Hein. On les sent quand même sur une meilleure pente que ce que c'était au tout début. Donc après, Fabrice, est-ce que toi t'es du même avis? Moi, je vais jouer des rabat-joie. Vas-y, y a Clair. pas de problème. Et, honnêtement, moi, je regardais un petit peu le Grand Prix de l'année dernière. La pole était clairement, facilement pour Mercedes, avec une bagarre à un dixième en faveur de moins d'un dixième en faveur d'Hamilton sur Bottas. Red Bull était très loin. Alors même si Honda fait des progrès cette année, et c'est clair, faut pas le nier, faut même les encourager et on espère qu'ils seront à la lutte. J'espère me tromper, hein, surtout. Mais honnêtement, j'ai peur que ce soit encore un duel Mercedes-Mercedes, probablement à l'avantage de Lewis Hamilton cette fois-ci. Un truc aussi l'année dernière, on avait des Racing Point qui étaient quatrième et cinquième en qualif, quatrième et cinquième à l'arrivée. On l'a vu sur les premiers Grands Prix, Racing Point, nouvellement Aston Martin, c'est plus du tout ça. On espère quand même quelque part les voir remonter un peu dans la hiérarchie parce que c'est un peu triste de voir une écurie qui sombre comme ça autant sur une saison, un petit peu comme on a vu en début de saison avec Renault et Alpine, ou avec Ferrari l'année d'avant. Mais bon, on espère surtout que ça va être serré. Mais j'ai peur que honnêtement ce soit un cavalier seul de Mercedes sur ce circuit-là. Il y aura d'autres occasions, je pense, pour Red Bull. Mais là, s'ils peuvent sécuriser la troisième et quatrième place chez Red Bull, je pense que ce sera déjà pas mal. Après, l'année dernière, le truc, c'est que Mercedes avait la voiture qui peut faire qu'elle est imbattable. Hamilton le disait clairement, c'était la meilleure voiture qu'il a conduite depuis qu'il en F1. Mais là, cette année, ça a changé parce que ce n'est plus la meilleure voiture. Elle est un petit peu au-dessus de la Red Bull parce que Mercedes bosse dur H24 à Brackley et à Brixworth. Mais Red Bull est quand même derrière. Et Red Bull, le truc, c'est qu'ils ont fait un gros pas en avant en termes d'aéro parce que l'année dernière, la voiture était quand même assez instable de l'arrière. Et maintenant, ils ont fait un step comme quoi la voiture est beaucoup mieux. Honda a aussi fait un gros step en avant en termes de puissance et de coupe. On le voit à chaque relance où la Red Bull est quand même bien derrière la Mercedes, voire au-dessus. Et donc c'est pour ça que je dirais pas un duel entre Mercedes parce que Bottas a encore un peu de mal avec la voiture. Il a eu beaucoup de chance à Portimao, hein, faut pas se le cacher. Oui. Et l'année dernière, Lewis il colle 8 dixièmes à Max Verstappen. Alors que Red Bull ait rattrapé, pas de souci. Qu'ils aient progressé, d'accord. De là à rattraper les 8 dixièmes sur ce circuit-là, je suis pas tout à fait sûr que ce soit le cas. Bah, à Bahreïn, on le voyait déjà que Red Bull avait quand même dépassé Mercedes en termes de voiture. L'année dernière, les Mercedes étaient au-dessus du lot. Là, cette année, la Red Bull est revenue à niveau. Pas loin, mais ouais, à niveau. C'est pour ça que le truc, c'est que les 8 dixièmes, ok. Mais l'année dernière, il y avait encore beaucoup d'aéros au point que les pneus avaient beaucoup de mal à tenir. Et cette année, avec le fait qu'ils ont enlevé de l'aéro sur l'arrière, comme on disait tout à l'heure, Red Bull a su compenser son manque d'aéro. C'est pour ça que Verstappen, je le vois faire la pole.
Même si je vois bien Hamilton faire une 100e pole, mais pas de beaucoup devant Verstappen. Bottas, ouais, enfin, non, pas Bottas, pas pour ce circuit-là. Après, je dis ça, mais ça se trouve samedi, il va nous claquer un temps, et voilà, et forcément, j'aurai le temps comme pas possible. Mais non, pour moi, ça sera un duel à couteau tiré entre Verstappen et Hamilton. Avec, pas Perez, parce que Perez n'est pas un pilote de qualif, c'est un pilote pour la course. Et Norris, il sera pas loin. S'il fait pas d'erreur, et si la McLaren est bien réglée, il sera pas loin, Norris. Mais non. Comme le dit Betty d'ailleurs, hein, elle est à fond derrière Lando. J'en profite pour saluer Alban tout à l'heure qui félicitait Fabrice pour faire office d'Evelyne Delia. Euh, voilà. Donc c'est vrai que on a quand même pas mal de compétitions qui va pouvoir se dérouler pour les qualifs. Euh, Côté course, parce que côté course, ça va évoluer aussi. On a vu quelques changements dans le milieu de peloton. Donc c'est un petit peu en référence aux différents circuits. Des circuits qui vont bien à Alpine, des circuits qui vont bien à AlphaTauri, des circuits qui vont bien ou moyennement à Ferrari. C'est quelque chose justement qu'on peut s'attendre parce qu'au niveau du milieu de peloton ça va être encore assez serré au point qu'à mon avis cette fois-ci on puisse avoir des bonnes bagarres parce qu'il y a deux zones de DRS. Euh, donc au niveau du milieu de peloton, parce que c'est plus sur ça qu'on va s'attarder, est-ce que on pourrait être capable de voir par exemple Alpine encore en meilleure forme qu'à Portimao ou pourquoi pas AlphaTauri cette fois-ci rattraper un peu son retard. Hmm. Vas-y, Fabrice. Je t'écoute. Piège. Oh, le piège. Non, depuis le début de la saison, on a clairement un duel derrière les deux leaders, Red Bull et Mercedes, un duel clairement entre McLaren et Ferrari. Moi, j'y avais mis, je me suis trompé, faut le dire, j'y avais mis AlphaTauri dès le début dans ce lot-là parce que on avait senti que le potentiel de Honda et les progrès d'AlphaTauri, notamment l'année dernière avec Pierre Gasly, on avait senti que AlphaTauri pouvait enfin jouer dans la cour des grands parmi les outsiders avec Ferrari et McLaren. Clairement, cette saison, en tout cas sur le début de saison. Alors, je vais revenir sur ce qu'on avait dit la semaine dernière. Hein. Il n'y a que 3 grands prix de passé. On peut avoir encore des changements, mais la tendance fait que AlphaTauri est plutôt rentré dans le rang. Et même depuis le dernier Grand Prix, on a plutôt d'autres écuries qui ont tendance à émerger. On n'attendait pas trop, mais qui émergent. Et il faut reconnaître qu'AlphaTauri est un peu décevant par rapport à ce qu'on attendait. Autant Red Bull a progressé, se rapproche de Mercedes, à mon avis, pas au point de faire la pole, Gonel, désolé, mais AlphaTauri n'a pas progressé au point de rattraper Ferrari et McLaren. Donc, il y a de grandes chances quand même qu'on ait un duel devant entre Mercedes, s'ils font pas cavalier seul, ou en tout cas si Red Bull peut essayer de partir un peu devant, ça peut faire une belle bagarre pour le podium. Et derrière, pour les places dans le top 6, ça risque d'être Ferrari et McLaren encore, avec un très bon Norris, avec un très bon Sainz, un très bon Leclerc. Ricciardo est encore un petit peu décevant, mais on sait très bien que tous les ans, il a un peu du mal, à chaque fois qu'il change de voiture, à s'adapter à sa nouvelle monture. On peut lui faire confiance, il n'y a que 3 grands prix de passé. Après, pour les places derrière, bah, c'est un petit peu plus ouvert qu'on pouvait le penser il y a quelques temps. Hein. Alpine revient, Aston Martin, Stroll ont tendance à être plutôt pas mal. On a vu sur les grands prix précédents aussi que Russell sur la Williams pouvait se retrouver à s'accrocher avec Bottas, c'est qu'il était en lutte avec Bottas. Raikkonen, sa disqualification à Imola, il était dans le top 10.
Ça peut être très ouvert derrière quand même, hein. Alors, AlphaTauri, par contre, le truc, pour revenir à AlphaTauri, c'est que ils ont une bonne voiture, mais ils ont fait beaucoup d'erreurs. Bahreïn, Pierre Gasly s'accroche avec une McLaren. Imola, erreur stratégique. Portimao, le manque de grip du circuit a fait que l'AlphaTauri était beaucoup moins à l'aise. Donc, je pense pas que AlphaTauri est rentré dans le rang. Je pense toujours qu'AlphaTauri est parmi le niveau de McLaren, Ferrari et Alpine, enfin au-dessus d'Alpine, parce que Alpine, le tracé spécifique que Portimao a profité à Alpine, là, avec Barcelone, je suis pas sûr que ça apporte de l'avantage Alpine. Donc je pense que ce sera Alpine qui va rentrer dans le rang. Même si je vois bien Ocon être encore à nouveau devant Alonso, parce qu'Alonso, il a eu beau faire plusieurs kilomètres de roulage, voilà. Attention, Alonso roule à domicile quand même, hein, Ouais, dans son jardin. oui, mais bon, voilà, pour moi, Alonso, il faut qu'il prenne encore une demi-saison pour être vraiment à un niveau correct. Mais après, non, ouais, je vois une bataille McLaren avec Norris qui va pas pouvoir suivre le rythme des Mercedes et des Red Bull en course, parce que ça reste quand même un rythme au-dessus. À part qu'ils aient trouvé la bonne petite solution qui fasse que la McLaren est pas mal. La Ferrari, ils progressent. Hein, faut pas les enterrer. Donc je pense que Leclerc, il peut être présent pour une P3 ou une place dans le top 5. Bon, AlphaTauri, avec Pierre Gasly, je les vois dans le top 10. Tsunoda, je le sens un peu trop. Comment dire? Pas encore resté au niveau de Pierre Gasly. Il monte, mais pas encore à son niveau. Alfa Romeo, par contre, faut pas qu'il s'accroche comme un Portimao, hein, sinon, voilà. Sinon, Alfa Romeo, je pense que ouais, ça peut bien le faire. Aston Martin, faudrait que Vettel prenne encore un peu plus d'expérience dans la scène parce que c'est ce qui lui manque par rapport à Stroll. Parce que sinon, il aurait fait tous les jours de roulage qui étaient prévus aux essais hivernaux. Il serait pas là, il serait un peu plus haut. Et bon, après, c'est pareil, il passe d'une Ferrari avec un moteur d'un camion à un moteur Mercedes qui a une vraie voiture et tout. Donc voilà. C'est pour ça, je pense que Vettel, il faut encore un petit temps d'adaptation. Et je pense que là, d'ici Barcelone, Monaco, voire la Turquie, ça devrait un peu mieux. Ensuite, Williams, Ouais. je pense. Russell, ouais, il passera en Q2, mais pas au-delà. Et en course, malheureusement, le problème de la Williams, c'est qu'elle n'a pas un rythme assez élevé pour aller se battre contre les autres. C'est vraiment. Il y a vraiment un petit cercle fermé. McLaren, Ferrari, Alpine, et encore Alpine, voilà, ça dépend des jours. Mais ouais, non, c'est vraiment une bataille McLaren-Ferrari principalement qu'on aura en milieu de tableau. Après, bon, on va pas parler des As. Hein. Les As, elles feront à la queue du train et vas-y que je suis, quoi. Sinon, en espérant que cette fois-ci, il y a un respect des drapeaux bleus de Mazepin. Je suis assez d'accord avec Gwen sur son analyse. Faut se rappeler quand même l'année dernière, je disais tout à l'heure, les Racing Point faisaient 4 et 5 à l'arrivée, mais à un tour, plus d'un tour. Ça risque clairement, même si Red Bull a progressé, ça risque clairement d'être un peu un cavalier seul et une course. J'espère me tromper encore une fois, mais j'ai peur qu'on ait encore une procession et un grand prix de la sieste dimanche pour cette course.
D'autant qu'il n'y a pas de pluie de prévu, il n'y a pas de gros éléments, les pneus vont être encore difficiles à dompter. Honnêtement, j'aimerais bien avoir un peu d'optimisme pour trouver une course palpitante. Alors peut-être qu'avec des safety cars et peut-être qu'on aurait de quoi avoir un peu de bagarre, mais ce circuit-là, il est typiquement fait pour une procession. Euh, il y a le tournoi de Madrid de tennis en même temps. Peut-être que la finale du tournoi de tennis intéressera peut-être plus de monde que le Grand Prix de Barcelone. On sera là forcément, hein, il y a d'autres circuits qui sont plaisants. Monaco, on a la chance de voir qu'il a été confirmé et qu'il y aura, comme à Bakou ou d'autres belles courses à venir. Barcelone, bon, je veux pas faire jouer les rabat-joie encore une fois, mais on espère. Mais encore une fois, c'est les stats des années passées. Il n'y a pas énormément de dépassements. Il y a pas un spectacle fou à Barcelone. Hein. C'est pas une piste où on s'éclate. Et les écarts sont souvent assez grands. Euh, bon, on peut que espérer avoir un peu d'action. Alors, encore une fois, j'espère que la hiérarchie sera serrée. Notamment, il suffit de 3-4 pilotes pour avoir des belles bagarres. On n'a pas forcément besoin d'avoir tout le monde ensemble, mais si on a une belle bagarre, ne serait-ce qu'entre Hamilton et Bottas, si Bottas part devant par exemple, ou derrière avec Leclerc-Norris, si c'est serré, ça peut être sympa. Mais franchement, quand on voit les écarts les années passées, c'est pas palpitant. Ouais, mais pour en revenir à l'année dernière, la Mercedes était impressionnante. C'était un rail, enfin, elle était posée sur un rail. La voiture, tu pouvais en faire ce que tu voulais. Elle réagissait au doigt et à l'œil. C'est pour ça que Hamilton, il a été si bon, parce que la voiture était. Voilà. Même si Russell a montré que dans une Mercedes, il était bon aussi, mais parce que aussi derrière, Hamilton a développé la voiture qu'il fallait. Là, cette année, ils ont eu beaucoup de mal à développer une très bonne voiture parce que ils ont gratté là où il fallait pour enlever un peu de perf aux Mercedes. Après, le problème de Catalunya, c'est que c'est un circuit test. À part cette année, tous les essais hivernaux ont été faits à Catalunya. Et c'est comme disait Toto Wolff, pardon, c'est un circuit où on voit que la voiture est très bien. Sinon, bah voilà quoi, c'est pas un circuit intéressant pour la F1 parce que en ce qui concerne l'endurance, que ce soit en GT ou en LMP, là on voit des choses plus intéressantes. Là avec les F1, bah voilà, à part au premier virage où on peut avoir de la casse comme à Portimao ou comme sur d'autres circuits, là sinon bah voilà, on fera des F1 se suivre. Ou encore, allez, enfin, ce sera entre les 2-3 premiers. Parce qu'après, dans le peloton, bah, dès qu'une Alpine sera derrière une voiture, bah, elle dépassera avec l'aide du DRS. Donc voilà. Mais sinon, malheureusement, c'est pas un circuit qui apporte du spectacle parce que c'est un circuit fait pour les essais hivernaux. C'est un circuit qui, malheureusement, n'a plus trop sa place dans le calendrier de la F1. C'est pas pour être méchant avec Catalunya, qui est quand même un circuit intéressant au niveau du pilotage, mais Catalunya a fait son temps en F1. Faudrait plus qu'ils mettent, je sais pas, Jerez ou Valencia en termes de tracé qu'un Catalunya, parce que malheureusement, voilà quoi, c'est un circuit qui n'offre plus de spectacle. Et avoir les contrats qu'ils ont avec la F1, voir si c'est peut-être la dernière année ou les 2 dernières saisons. Et on verra bien, parce que Catalunya, il n'y a pas longtemps, ils étaient vraiment pas loin d'être dégagés du calendrier. Après, si c'est pour mettre un circuit ou c'est sur un parking du Carrefour du coin, non, c'est pas intéressant. Donc c'est pour ça, voilà, non, faut faire quelque chose. Après, on verra bien, ça se trouve, va peut-être y avoir du spectacle parce que la Red Bull va peut-être se retrouver derrière,
au cul de la Mercedes. Et voilà. Après, voilà, on a été surpris depuis le début de saison parce que Bahreïn, c'est pareil, c'est pas un circuit où on se dépasse et pourtant la Red Bull était revenue derrière Hamilton avec Verstappen et on a eu de la baston dans les derniers tours. Là, ça se trouve, on peut peut-être en avoir. J'espère, je croise les doigts. Ou sinon, Il y a, il y a un élément qui va dans ton sens quand même, Gwen, c'est que en 2016, Max Verstappen a déjà gagné sur ce circuit. Hein. oui, avec de l'aide aussi. Hein. Les deux Mercedes qui se foutent en l'air à la Ouais. fin du premier secteur, ça a bien aidé. Hein. Oui, sinon, les 4 dernières années, c'est Lewis Hamilton qui gagne. Et les 2 années d'avant, on a une victoire d'Hamilton et une victoire de Rosberg. Mercedes est quasi imbattable sur ce circuit. Et c'est ce qui fait que faut quand même admettre que ça va être très dur quand même pour Verstappen, même avec les progrès de Honda et de Red Bull, ça va être très dur de battre Lewis sur ce Grand Prix. Après, tout est ouvert. Hein. Un accrochage, ça peut arriver aussi cette année. On a vu que c'est passé pas loin sur Imola au départ. Bon, ça peut aussi se reproduire ici. Après, honnêtement, c'est bien compliqué d'aller chercher les Mercedes quand même sur cette piste. Ce qui peut sauver le spectacle en course, c'est qu'on retrouve sur la première ligne Hamilton Verstappen. Et là, si Verstappen nous fait un départ comme à Imola, alors là, je pense qu'il y aura de la baston. Là, par contre, Hamilton ne se laissera pas se faire emmener par Verstappen. Il fera tout pour le dépasser, comme il l'a fait lors de la première moitié de course à Portimao. Là, par contre, là, ça va changer. Mais parce que les années précédentes, depuis l'ère hybride, les Mercedes avaient un matelas d'avance aussi. Faut pas l'oublier. Cette année, le matelas d'avance, il s'est résumé à une planche de bois, mais vraiment fine comme ça. Et donc c'est pour ça, je pense pas qu'on aura une parade Mercedes aux deux premières places, mais plus un Verstappen, Hamilton pour la première place, parce que Bottas, il n'a pas la carrure d'un pilote qui va mener la course parce que il sent pas la voiture comme il pouvait la sentir l'année dernière. Après, hein, je dis ça, mais Verstappen, voilà, il peut être bon comme mauvais. Il est tellement imprévisible que voilà, on ne sait pas ce qu'il va nous réserver. Hein. Donc, je vais rebondir sur ce qui se dit aussi un peu sur le chat, parce que j'ai vu quelques petites choses intéressantes. Betty qui souhaite le retour du Nürburgring sur la F1. Alors, Ah oui. potentiellement, ça pour le spectacle, on est d'accord que ce serait déjà un peu plus intéressant. Après, Benoît aussi qui rebondit sur le fait que tu invites la F1 sur le carrefour du coin. C'était Miami autour du stade de football américain. Alors ça, effectivement, c'est beaucoup trop tôt. Mon avis personnel, hein, c'est que c'est beaucoup trop tôt pour le dire, parce qu'on a que du virtuel, et évidemment, sans avoir eu de course même auparavant, c'est encore plus compliqué. Donc, on... On Ouais, salue Benoît qui nous écoute depuis le Canada quand même. Hein. ouais. Ben, on est désolé Benoît, hein, parce que pour le coup, c'est vrai que toi, t'aurais pu avoir ton GP cette année, mais bon, on croise les doigts pour Canada l'année prochaine, parce qu'effectivement, ça pourrait être intéressant de le revoir venir au calendrier, sachant qu'il a été reconduit jusqu'à fin 2024. Enfin, Mm. 2024. Mais pour Donc, rebondir sur le circuit, excuse-moi de te couper, mais sur le vas-y, circuit vas-y. de Miami, Ouais. le problème c'est que ce qui aurait été bien, c'est que ils fassent un tracé comme les Américains savent faire pour les circuits en ville. Ça aurait été juste excellent. Là, le circuit, on sait très bien qui est derrière. C'est notre cher Herman Tilke qui fait des circuits. Allez, vas-y, je te dessine ça. Oh, je vais rajouter ça là. Oh, un petit 360 ici. Une grande ligne droite de 6 km de long. Voilà. Malheureusement, il aurait laissé un Américain faire le tracé. Ça aurait été pas mal parce que franchement, les circuits américains, au temps de la F1 des années 90-80, c'était quand même très spectaculaire, que ce soit à Détroit, à Las Vegas, à un peu partout. Phoenix, C'était c'était excellent. sympa aussi.
De quoi? Phoenix, on a eu des super Oui. courses avec Ayrton Senna, Jean Alesi. On a eu des grands prix mémorables. Oui, oui, le duel en 90 ouais, avec la Tigresse d'Alésie, ouais. Et c'est pour ça que justement, ça a été très bien. Mais le problème, je pense qu'ils se disent, ouais, il y a trop de basses. Les F1 là-dessus, elles vont sauter, et blablabla, et avec les pneus, ouais, non. Mais parce que, ouais, le circuit, quand on le regarde, bah, bof, quoi. C'est un circuit. T'as l'impression qu'ils amènent l'Europe aux États-Unis? Parce que franchement, quand on se dit Miami, ouais, il y a de belles choses à Miami, surtout avec le stade des Dolphins. Euh, mais ouais, non, je sais pas. Quand on regarde le tracé, à voir, à voir. Parce que voilà, L'avenir nous le dira, Gwen. voilà. Excuse-moi, mais ouais. Oui, L'avenir nous le dira. On va se repencher quand même, parce que c'est vrai on parle de Miami, mais on aura l'occasion fin d'année parce que ça, on aura quelque chose de un peu, déjà peut-être un peu plus concret, l'avancée des travaux et parce que forcément il va falloir qu'ils commencent quand même assez vite, parce que c'est quand même l'année prochaine. Donc on aura l'occasion de reparler de Miami d'ici la fin de saison, j'en suis certain. Euh, on va parler un petit peu prono parce qu'on approche de la fin du live quand même. Donc sachez que sur F1 Racing Live, nous avons une ligue MS Predictor. MS Predictor, c'est un outil développé par motorsport.com qui est disponible sur iOS, sur Android, qui permet d'effectuer des pronostics sur la NASCAR, l'IndyCar. Enfin, ils essaient de faire un petit peu de tout, mais là, en ce qui nous concerne, c'est la F1. Donc à savoir prédire le top 10, prédire le meilleur tour en course, prédire la pole bien entendu, c'est quand même important aussi, prédire le premier à faire le pit stop et le meilleur gain de place. Donc justement, par rapport à la pole. Donc Gwen tout à l'heure tu t'es un petit peu avancé, c'est pour ça que je me suis un petit peu dessus. Mais je vais commencer par Fabrice. Quel est ton prono pour la pole? Lewis Hamilton, sans trop de suspense. Ok. Et donc Gwen, je te laisse Verstappen. Verstappen. Ok, bon. Bah, en ce qui me concerne, j'aimerais bien voir un pilote Red Bull. Donc, je dirais aussi Max Verstappen. Ah, c'est parce que on a cette envie, comme lui il l'avait eu à Portimao, à ce que Max puisse atteindre cette pole. Et après tout, ça permettrait aussi de relancer un petit peu notre envie vis-à-vis du Grand Prix, parce que bah on se dirait ah peut-être Willy, que là, ça va tout de suite. Si tu as envie d'avoir une course animée, tu mets Raikkonen en pôle, ah bah non, Russell deuxième. mais non, Et, là Ouais, c'est lui fini. inversé, quoi. et t'as- Non, bah non, tu mets Mazepin en devant, comme ça, t'es sûr, au premier virage, youhou, au revoir, et vas-y, tout le Non, monde va. Ouais, bah non, 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 ça va être. non, non. Non, ouais, non, c'est. bon, Si on veut du spectacle, ouais, c'est une grille inversée, quoi. évidemment que moi, le premier, je préférais avoir des pilotes un peu moins rapides devant et que les meilleurs puissent rattraper, doubler, dépasser et gagner leur place et avoir du spectacle. Faut être logique aussi. C'est Mercedes risque d'être un ton au-dessus là. J'espère me tromper encore une fois, mais euh, il y a ce qu'on aimerait avoir et ce qui risque d'être la réalité. Et j'ai bien peur qu'on soit rattrapé par la réalité. Vous soyez rattrapé par la réalité avec Verstappen en pole. Hmm. On le verra. Et On justement, en reparlera samedi après les qualifs. Ouais. exact. Donc pensez, d'ailleurs pour MS Predictor c'est hyper important parce que sinon votre pronostic ne sera pas enregistré. Pensez bien à valider sur MS Predictor avant la qualif. Donc c'est-à-dire que vous avez jusqu'à la minute près où la qualif se déroule pour enregistrer votre pronostic. Euh, Pronopodium. Cette fois-ci je commence par Gwen. Pronopodium. Et Alors, ben non, Verstappen. Non, non, alors non, je te dirais Hamilton premier. Parce Ouais. que il m'a montré, enfin, il nous a montré à Portimao que même en difficulté, il savait se battre. Il allait au combat et sans hésiter. Et il a rendu la monnaie de sa pièce à Verstappen. Donc, Hamilton premier, Verstappen deuxième. Et
Ah, je dirais bien Norris troisième. Le podium d'Imola. Parce que Bottas, je sais pas, je sens pas. Je sens pas. Ok, ok. Vas-y, Fabrice. Alors moi, ce sera un classique, ça va être Hamilton, Bottas, Verstappen, tout simplement parce que les Mercedes risquent d'être imbattables sur cette piste-là. Sur cette piste-là. Il y a très peu d'abandons en général sur le Grand Prix d'Espagne. L'année dernière, un seul, c'était Charles Leclerc, je crois. Les années précédentes, il y avait très peu d'abandons, très peu de safety car. À moins que cette année, on ait un peu de spectacle artificiel ou non. Mais non, ça va être du classique sur ce Grand Prix. Ok. Bon, en tout cas, contrairement à ce que tu dis, j'espère qu'il n'y aura pas de safety car pour un simple aspect que, effectivement, comme Alban aime bien le dire, c'est trop dommage de relancer du spectacle avec des safety cars. C'est pas du beau spectacle. C'est sûr que c'est bien passer un temps, mais c'est de l'artificiel comme tu le dis. Et donc j'espère qu'on vivra ensemble un très très bon Grand Prix. Donc on n'oublie pas une chose aussi qui est importante, la F3. La F3 ça démarre aussi ce week-end. Donc on aura l'occasion d'avoir nos 4 Français et Arthur Leclerc aussi. Donc le petit frère à Charles. Euh, donc Tu veux un on, prono aussi pour la F3? allez, si tu veux, allez. Ce sera le petit bonus et après on se laisse là-dessus. Si, je suis généreux ce soir. On a vu les Euh, meilleurs tours en course, hein. non, 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 bah non, non, On va non, le non, non, faire. non, non. On va faire simple, c'est le pilote qui s'en sortira avec le plus de points, ou alors si vous voulez, pourquoi pas une des 3 courses où il pourrait être victorieux. Un pilote qui pourrait être Matteo victorieux sur une des trois Nannini pour courses. moi. C'est Matteo qui? Nannini. Nalini, ok, ouais. Alors moi j'hésite entre le français qui est suivi par Alpine, je n'ai plus le Victor nom en Martins, tête. Voilà, ouais. Victor Martins ou Arthur Leclerc. Parce que Victor Martins est très bon et aux essais hivernaux, il a montré qu'il était très rapide et très constant. Et Arthur Leclerc, c'est un Leclerc. Donc il a forcément des gènes qui font qu'il est rapide. Après, ça veut rien dire d'avoir le nom de famille, voilà. Mais il a montré l'année dernière qu'il était très rapide en formule régionale avec Prema. Là, il est toujours chez Prema. Ouais, je sais pas, j'hésite. Ce sera un mano à mano entre les deux. Et allez, Arthur Leclerc. En sachant qu'ils abordent 3 courses donc sur ce Hmm. week-end-là, avec des ordres qui sont définis d'abord avec la qualif, puis ensuite avec le résultat de la course 1, la course 2, et ça se réenchaîne sur la course 3 avec la qualif. Donc ça c'est ce que j'ai détaillé tout à l'heure sur une des publications sur le groupe. Bon, en tout cas, on souhaite que du bien, y compris à Juan Manuel Correa aussi qui reprend Oui, la aussi. piste. Donc je resalue les pilotes français, Victor Martins, Clément Novalak, alors je vais mal le prononcer, Reran de Gérus, ou c'est Rechad, je sais pas exactement. Et on a Pierre-Louis Chauvet aussi, qui est encore en F3 cette année. Donc on... il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Mais merci à vous deux d'avoir participé ce soir. De Tu veux rien. pas mon Merci dans prono le pour la chat. course de côte de Tancarville? Non, 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 La course de côte de Tancarville ce week-end, tu veux pas le prono? non, non, c'est bon, ce sera suffisant. Bon, en tout cas, encore merci parce que c'est toujours des super moments. Si vous aimez nos lives, n'hésitez pas à les partager parce que ça permettra d'augmenter l'interaction. Voilà, on est ouvert aussi à tout type de discussion dans le respect, bien entendu. Voilà, je pense que on a tout dit. F1, F3 ce week-end, même de la Formule E, mais bon ça, voilà. Mais Quand même. GT aussi à Magny-Cours. En voilà. fait, GT4, GT3. Mm. Et Porsche Cup qui commence. Oh, il y a de quoi faire ce week-end. Franchement, C'est il y a de quoi un faire. gros week-end de sport auto. Un gros week-end de Ouais. sport auto. Donc, écoutez, encore merci. À très vite. À lundi pour l'After the Race, bien évidemment pour le Spanish GP. Et puis, voilà, on se tiendra très très vite au courant pour lundi. En espérant vous dire au revoir. Voilà.
Passez une bonne soirée. À ciao, bonsoir. À lundi. Salut, à lundi! Bonsoir à tous.